Une fois qu'on l'a fait, je suis passé à autre chose, et puis au bout de 10 minutes, quelqu'un m'a tiré la manche en disant « Ouh là là, il se passe quelque chose de bizarre, vous avez déjà 300 000 vues. » Ouais. Bonjour Jean-Michel Blanquer. Bonjour. On est à bonne distance, donc on peut enlever les masques, on s'est lavé les mains juste avant, on respecte les règles sanitaires. Merci d'être avec nous sur Un Défi. Vous êtes ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Des sports, justement, ça a été une année physique, hein? Oui, c'est vrai, l'année a été sportive, on peut dire ça comme ça, à tous égards. Vous avez tenu le rythme? Oui, je crois. En tout cas, c'est important de rester en bonne forme physique, quel que soit le métier que l'on fait. Vous mettez de bonnes notes sur cette année ou pas, monsieur le ministre? Oh bah ça, vraiment, je suis la plus mauvaise personne pour me donner à moi-même une note. Mais ce qui compte, c'est que les élèves aient pu aller le plus possible à l'école. Alors, ça n'a pas toujours été le cas. Les lycéens, notamment, ont été en demi-jauge parfois. Mais bon, on est l'un des pays, pour ne pas dire le pays, qui a pu le plus maintenir ses élèves à l'école. Et c'est vrai que c'est un sentiment de fierté collective, parce que si ça s'est passé, c'est grâce à tout le monde, les professeurs, les élèves, les personnels, les parents, le ministère. Donc je pense que la France peut être fière d'avoir montré son attachement à l'école pendant toute l'année qui vient de passer. Votre passion première, c'était l'enseignement. Vous êtes professeur de droit, si je ne me trompe pas. Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous considérez plus comme un homme politique ou toujours comme un enseignant? Franchement, je suis les deux à la fois. Le professeur, vous l'êtes pour toujours. Quand vous aimez ça, quand vous aimez être avec les enfants, les adolescents, les jeunes, c'est un bonheur qui ne vous quitte pas. Et d'ailleurs, quand je visite les classes, j'ai toujours ce même plaisir d'échanger, d'apprendre aux autres et d'apprendre des autres. C'est toujours un plaisir, donc ça ne me quittera pas. Je pense qu'il y a une ressemblance d'ailleurs entre le métier de professeur et celui de responsable politique, puisque vous devez vous exprimer, vous devez écouter, vous devez convaincre, vous devez aussi apprendre sans arrêt. Donc je ne mets pas une frontière très étanche entre les deux fonctions. Il a changé ce métier d'enseignant ou pas, selon vous? Alors il y a des choses qui sont éternelles, qui étaient déjà vraies du temps de Socrate et qui restent vraies. Lorsque Socrate nous dit qu'il faut accoucher autrui d'une pensée, ça restera pour toujours une réalité, parce que enseigner, c'est transmettre des savoirs, mais aussi faire en sorte que l'élève participe de cette sortie du savoir, qui n'est jamais quelque chose d'inné, qui est quelque chose qui vient du professeur, mais qui en même temps peut être faite d'une manière particulière pour que ça donne envie, tout simplement. Mais ce qui est certain, c'est qu'on apprend bien ce qu'on aime bien. Donc il faut se mettre en situation de bien aimer, ce qui est un peu le travail du professeur, de faire en sorte que ce soit aimé de l'élève, mais il faut aussi que l'élève ait envie. Donc tout ça, c'est une interaction. Et ça ne changera jamais. Je vous parle des enseignants, on va parler du bac dans quelques secondes, qui commencera dans quelques heures pour des milliers d'étudiants et de lycéens. Je vous parle du métier d'enseignant parce qu'il y a une année qui a été un peu compliquée avec l'assassinat de Samuel Paty. Et ça a beaucoup marqué les jeunes, ils nous ont envoyé beaucoup de questions là-dessus. Est-ce que après ça, il y a eu un après Samuel Paty, vous pensez dans le monde scolaire et dans le monde des enseignants? C'est certain qu'il y a un avant et un après parce que c'est un événement tellement choquant et tellement grave que ça a marqué les esprits et ça a fait que beaucoup ont pris conscience, par exemple, de l'enjeu de la liberté d'expression, de l'enjeu de la tolérance, évidemment, et qu'on ne doit pas céder sur nos valeurs. Pour ma part, c'est un discours que je tiens depuis que j'ai cette fonction, et même avant, évidemment, mais pour moi, je n'ai jamais cédé un pouce sur les enjeux de laïcité, sur les enjeux de liberté d'expression, et je crois que l'assassinat de Samuel Paty nous fait prendre conscience que la République, la démocratie, ce n'est pas des mots abstraits. Derrière ça, il y a ce qui nous fait vivre. Si nous pouvons nous parler comme cela, si vous pouvez vous poser toutes les questions que vous voulez, c'est parce qu'on est dans une belle démocratie. Et cette belle démocratie, elle vit par nous. C'est pas quelque chose qui tombe du ciel et qui serait là pour toujours. Non, c'est quelque chose qu'on doit faire vivre et que chacun fait vivre. En exerçant sa liberté d'expression, en acceptant la liberté des autres et en faisant que tout ceci soit tonique. Dès qu'on fait des concessions vis-à-vis des forces antidémocratiques, eh bien, on fragilise la démocratie. Donc c'est très important que le plus de monde possible, et notamment les jeunes, soient totalement conscients de ça et qu'on se sente fort, qu'on sente le droit, la République, ce qui est le support de nos libertés, qu'on sente ça comme une force. Vous parlez de liberté d'expression, il est intéressant ce mot, on en parle beaucoup. Il y a des profs qui aujourd'hui ont du mal à enseigner la liberté d'expression. Comment vous l'expliquez? Parce qu'aujourd'hui, il y a un mot qui est très fort aussi, qui est celui de respect. Et je sais que c'est un mot qui fédère beaucoup, tout le monde, à juste titre. C'est-à-dire, d'ailleurs, moi-même, dans les savoirs fondamentaux, j'ai dit lire, écrire, compter, respecter autrui. Donc ce respect, c'est très important.
Mais parfois, on a une conception du respect qui voudrait dire que la liberté d'expression devrait ne jamais s'exercer sur tout ce qui peut faire offense à quelqu'un. On pense évidemment au domaine des religions, mais pas seulement. Si on a cette idée-là, on va vers des chemins qui sont erronés, parce que le respect, c'est le respect d'autrui, c'est-à-dire le respect, je vous respecte, vous me respectez, donc on doit respecter les personnes dans la liberté d'expression. Mais tout ce qui a trait aux idées, tout ce qui a trait aux principes généraux, heureusement qu'on peut les discuter. Et heureusement que parfois il y a des choses qui peuvent nous choquer, nous étonner, ne pas nous plaire. Ça fait partie de la liberté d'expression. Et donc on doit avoir une notion du respect qui touche aux personnes, mais qui, bien entendu, ne mettent pas de limites qui seraient antidémocratiques à la possibilité de discuter des idées et de discuter des convictions, dès lors que, justement, on le fait d'une manière qui soit respectueuse des personnes. Jean-Michel Blanquer, on parle du bac 2021. Alix est allé sur les terrasses voir des étudiants, leur poser des questions, leur parler du bac, regardez. Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? Le bac approche à grands pas, alors je vous propose que l'on s'échauffe avec un sujet de philo. Qu'est-ce que l'audace en politique? Bah alors, l'audace en politique, je pense que ça fait longtemps qu'on n'en a pas vu. L'audace en politique, je sais pas si c'est une bonne chose déjà. Voilà. Dans tous les cas, je pense qu'il faut de l'audace pour faire de la politique. Donc Jean-Michel Blanquer a de l'audace comme beaucoup de politiques. C'est effectivement avec beaucoup d'audace que vous avez su mettre en place cette réforme du bac avec cette grande nouveauté qui est le grand oral. Un exercice qui est quand même loin d'être facile. Merci monsieur le députant, monsieur le président. La France est une nation qui veut continuer à susciter de grands jeux. Parce que la France est une nation, qui veut continuer à susciter. Dans de très nombreux endroits, on va peut-être la refaire parce que... Bon, du coup, je pense que personne n'est contre quelques conseils. D'arriver préparé déjà. C'est avant tout se faire confiance. Surtout le gros conseil, je pense que je donnerais, si tu sais pas, dis que tu sais pas. C'est vraiment ne rien lâcher jusqu'au bout. Moi je pense que c'est aux profs en fait de les faire répéter, de les faire réviser. Je pense que pour que tout le monde soit à égalité et qu'il n'y ait pas de différence énorme. Et alors vous vous sentez prêt pour cette grande première? Jean-Michel Blanquer, est-ce que vous vous sentez prêt pour cette grande première, ce premier grand oral dont tout le monde parle? Je pense que c'est bien qu'il y ait des choses qui changent. Et déjà, j'entends parfois des inquiétudes, des questions. Ouais. Je trouve ça normal. Légitime, oui. C'est légitime, puisque c'est nouveau. Mais en même temps, je pense que la jeunesse, elle doit aussi aimer ce qui est nouveau. Pas parce que c'est nouveau, parce que tout ce qui est nouveau n'est pas forcément bon. Mais en tout cas, on ne doit pas avoir peur de quelque chose parce que c'est nouveau. Ce grand oral, il est fait pas pour piéger les élèves. Au contraire, il est fait pour valoriser la compétence orale. Et la compétence orale, on sait bien qu'on en a besoin dans la vie. Vous en faites votre métier d'une certaine façon. Et dans la vie, que ce soit personnelle ou professionnelle, on a besoin de s'exprimer, d'argumenter, d'écouter les autres aussi. Et puis, dans ce grand oral, il n'y a pas de piège, puisqu'on prépare à l'avance des questions et qu'on doit montrer justement à la fois ses passions, puisque c'est dans le domaine des enseignements de spécialité qu'on a choisi. Là aussi, c'est une marque forte de la réforme du lycée que d'avoir permis un beaucoup plus grand choix des lycéens et donc qu'ils aillent vers des enseignements de spécialité qui leur plaisent, sans prendre un couloir standard. Donc c'est fait évidemment pour que tout le système scolaire, de plus en plus, prépare non seulement l'écrit, qui est fondamental, mais aussi l'oral, qui est aussi fondamental, pour qu'ensuite on ait des compétences qui vont être utiles dans la vie. Il y avait une question, c'est quoi l'audace en politique? C'est un sujet de philosophie un peu. Oui. C'est quoi l'audace en politique pour vous, monsieur le ministre? L'audace, c'est de regarder ce qu'on pense être l'intérêt général et de le servir quoi qu'il arrive. Alors parfois, on le sert dans un certain consensus, parce que tout le monde voit bien où est l'intérêt général, et puis parfois, vous servez l'intérêt général en étant minoritaire, ou en tout cas en subissant beaucoup d'obstacles. Alors, il faut d'abord écouter, parce qu'on ne détient jamais la vérité. Si vous prenez le grand oral, par exemple, j'ai beaucoup consulté. Il y a eu des rapports. Je n'ai pas fait ça tout seul un matin en me levant. Donc l'audace, elle doit être aussi accompagnée de travail. Ce n'est pas juste je suis sûr de quelque chose, je l'impose. C'est faire du travail collectif. On a consulté près de 40 000 lycéens pour faire la réforme du baccalauréat. Et puis une fois qu'on a acquis la conviction, une fois qu'on sait qu'il y aura forcément des gens pour argumenter contre, pour arriver quand même à faire changer les choses, sinon on ne change jamais rien. Vous savez, sur ces sujets qui ont trait à la réforme du baccalauréat, ça fait parfois 20 ans ou 30 ans qu'on parlait de ça, et on ne le faisait pas. Nous, on l'a fait. On va voir le résultat. Et je pense que le résultat est intéressant. Si on ne l'avait pas fait, d'ailleurs, on aurait eu plus de difficultés à traverser la crise sanitaire pour les terminales, parce que le côté modulaire du baccalauréat a facilité les adaptations que l'on a faites. Je vous parlais de philosophie. Il y a un truc sur la philosophie, sur le bac philo. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de protestations de la part des étudiants. Et au final, on prendra la meilleure note entre le contrôle continu
et le résultat à proprement parler de l'épreuve, mais seulement si on s'y rend, c'est ça? Il faut se rendre à l'épreuve de philosophie. Il faut se rendre à l'épreuve, oui, il faut composer même. Sinon le 0 est éliminatoire. Il ne faut pas éliminatoire. rendre non plus de copie blanche. Voilà. Parce que le but, si vous voulez, c'était quand même de dire qu'on a besoin d'un équilibre entre contrôle continu et contrôle terminal. Bien sûr, c'est une épreuve, le contrôle terminal, donc il faut travailler, ça n'est pas que agréable. Ouais. Mais je suis certain que les élèves qui auront le baccalauréat, a posteriori, seront conscients du fait que c'était la bonne décision à prendre, parce que c'est important d'avoir ce rituel, c'est important de s'exercer. Mais mon message, c'est quand même que nous l'avons fait avec la plus grande bienveillance possible, là en choisissant la meilleure note, ensuite au grand oral en établissant les domaines qu'on n'a éventuellement pas pu suivre ou approfondir pendant l'année, signés par le professeur. Donc le but, c'est pas de piéger les élèves, le but, c'est de leur faire passer ce stade d'une manière adéquate. Et d'avoir une épreuve dont ils seront fiers d'ailleurs. Ils vont s'autotester, ils vont se tester les élèves avant d'aller passer leur baccalauréat. Est-ce que ça leur est demandé, est-ce qu'ils sont aidés pour ça? Oui, alors vous avez des autotests dans tous les établissements aujourd'hui, et normalement chaque lycéen de France devrait se tester une fois par semaine grâce aux autotests qu'on donne gratuitement. Aujourd'hui, ce n'est pas pleinement le cas, mais souvent parce que d'ailleurs, il n'y a pas l'autorisation familiale. Donc si j'ai un appel à lancer, c'est faites-le, ça ne fait pas mal, et c'est gratuit, et c'est bien de s'y habituer parce que d'ailleurs, il est probable que nous en donnerons au moment du départ en vacances. Donc autant vraiment s'habituer à ça, et ça fait partie des réflexes à avoir, et pour sa santé personnelle, et pour la santé de tous. Je l'ai dit, vous êtes aussi ministre des Sports. Vous avez combien au sport? De la jeunesse. Et de la jeunesse, oui, bien sûr. Mais le sport, c'est une matière à l'école. Combien vous avez eu au bac en sport? Vous vous rappelez? Je ne me souviens pas. Je vous dirai une bêtise. Je sais pas. Ça doit être quelque chose comme 14 ou 15, mais j'ai un peu oublié. C'est quoi votre sport préféré? Alors, le football. Le football? Mais j'ai beaucoup de sports que j'aime, mais au-dessus de tous, il y a le football, oui. D'ailleurs, on vous avez vu cette année beaucoup faire de sport dans les cours de récréation. Je vous ai vu à la Marelle, je vous ai vu faire du sport aussi. Mais c'est pas un coup de com' quand vous faites ça? C'est vraiment, vous vous mettez à fond dedans? Parce que tout le monde pas se moque, mais tout le monde prend ça avec de la rigolade derrière. Mais vous êtes à fond pourtant. Si vous voulez, si vous saviez comment ça s'est passé, vous verriez que c'est pas du tout anticipé. Mais vous savez, à chaque fois que je vais dans une école, ou ailleurs que dans une école, et que les jeunes font une activité physique que je suis capable de faire, ce qui est le cas 9 fois sur 10, je le fais. Je trouve ça normal. Enfin, de toute façon, moi, j'aime jouer avec les enfants, j'aime faire du sport. Enfin, ça ne me paraît pas anormal. S'ils chantent, je chante. S'ils font du sport, je fais du sport. J'ai tiré des pénaltys, j'ai ramé, j'ai escaladé. Enfin, ça me paraît assez normal. En réalité, il n'y a rien de ridicule. Non, je pense qu'il faut éviter la com pour la com. C'est vrai que ça existe et je ne crois pas que je pratique ça. Et encore une fois, ce jour-là, je ne savais pas qu'il y aurait... Vous savez, je suis arrivé, il y avait d'ailleurs une pluie battante. On faisait la promotion de cela. Je suis allé dans la cour de récréation. Il y avait un écran pour... c'était un entraînement de boxe, en fait. Ouais. Et d'ailleurs, ça se voit parce que je suis avec les enfants à côté qui font le même entraînement. On a dit, allez, on commence, voilà. Et puis une fois qu'on l'a fait, je suis passé à autre chose. Et puis au bout de 10 minutes, quelqu'un m'a tiré la manche en disant, ouh là là, il se passe quelque chose de bizarre, vous avez déjà 300 000 vues. Ouais. Voilà, bon, bah... Jean-Michel Blanquer, avant de passer au débat, on va faire le que oui, que non. Vous connaissez maintenant le que oui, que non. Je vous fais des propositions, vous répondez que par oui ou que par non. Est-ce que vous avez trouvé une solution, vous, pour le duo lunettes-masque? Non. C'est très fatigant. Il y a toujours de la buée, et puis vous voyez, je suis toujours en train de les enlever, les mettre. Par exemple, à l'Assemblée nationale, si vous regardez mes interventions, souvent ça commence avec des lunettes, parce que je regarde, j'ai que 2 minutes pour parler, donc on regarde l'horloge, et puis au bout d'un moment, il y a de la buée, donc je les enlève, puis à la fin, je les remets pour voir s'il me reste, combien de secondes il me reste avant de finir. C'est très ennuyeux ça. Que oui, que non. Est-ce que pour vous, Karim Benzema sera le meilleur buteur de l'Euro? Ah ben, j'espère que oui, mais pourquoi pas Mbappé? D'accord, que oui, que non. Est-ce que vous avez eu mal au bras après le vaccin? Non. J'ai eu... alors après, 1 heure ou 2 après, j'étais un peu fiévreux, mais pas beaucoup, mais j'ai pas eu mal au bras en tant que tel. Le moment de la piqûre, ça ne fait pas de mal. Que oui, que non. Vous n'étiez pas invité au café d'Emmanuel Macron et de Jean Castex le 19 mai? Je crois qu'ils étaient tous les deux, sauf erreur. Sauf à me déguiser en garçon de café, j'avais pas de possibilité d'être là. Pourquoi ils vous ont pas invité? Vous auriez pu faire un café tous ensemble avec le gouvernement. Ah bah par ailleurs, pas plus de 6, oui c'est ça. Et donc ça m'arrive de prendre un café et avec l'un et avec l'autre, mais vous avez pas ce jour-là. Pas de texto ce jour-là. Ok. Que oui, que non. Est-ce que vous pourriez être un jour pour la légalisation du cannabis? Non. Je pense que c'est une fausse bonne idée. Je comprends les arguments, et notamment, vous savez, j'ai vécu en Colombie, donc je sais à quel point le trafic perturbe notre société française, mais aussi les sociétés qui produisent. Donc on doit être très très attentif à tous les dégâts
de la situation telle qu'elle est. Donc je ne prends pas le sujet à la légère. Mais en même temps, je pense que c'est la fausse bonne idée de généraliser la consommation, parce que c'est ce qui se passe en cas de légalisation, parce que tout simplement, c'est très mauvais pour la santé. Et je pense que faut toujours, et j'en profite donc pour passer ce message, même si chacun le sait, mais il n'y a pas de drogue innocente. En plus, le cannabis s'est aggravé dans sa composition depuis un certain nombre d'années. Donc désormais, on se fait du mal au cerveau, on obère son avenir quand on utilise des drogues, et y compris le cannabis. Donc vraiment, no drogue, c'est vraiment le seul message. Que oui, que non, est-ce que ça vous arrive de temps en temps de vous faire un petit McDo au ministère? Alors au ministère, non, mais chez moi, ça peut m'arriver de faire livrer petit McDo. Enfin en tout cas, un hamburger. Très bien. Que oui, que non, est-ce que vous serez candidat en 2022? Non. Non, vous ne serez pas candidat? Même Bah pas. Non, mais même pas aux législatives. Ah, aux législatives. Non, non, mais je ne voyais pas le sens de votre question. Peut-être, oui, c'est possible. Ça, c'est possible que je sois candidat aux législatives, oui. D'accord. Que oui, que non. Est-ce que vous avez regardé la vidéo de McFly et Carlito à l'Élysée avec le président? Oui, j'ai regardé, bien sûr, et c'était bien, c'était tonique. Vous auriez pu faire ça, vous, avec McFly et Carlito? Appeler Mbappé en pas, après tout, qu'est-ce que je fais avec vous là ce qui est important, c'est d'atteindre un public, et puis quelle que soit la forme de communication, que ce soit conforme à la fonction qu'on exerce. Et dernier que non, est-ce que c'est vrai que vous avez failli mourir dans votre pirogue de fonction? Oui, c'est vrai, puisque quand j'étais recteur de Guyane, j'avais donc une pirogue de fonction pour sillonner le Maroni, qui est le plus grand fleuve de Guyane. Et donc vous avez des villages tout au long du Maroni, et qu'il faut plusieurs jours pour atteindre chacun. Et à chaque fois, vous avez des écoles. Donc mon métier, c'était d'aller d'école en école. Et puis une fois, il y avait eu beaucoup de pluie, donc il y avait une hauteur d'eau très forte qui cachait les rochers, et puis beaucoup de courant. Et le piroguier, pourtant très expérimenté, a heurté un rocher. Ma pirogue s'est fendue en deux. Donc j'ai été attiré vers le bas parce qu'il y avait un tourbillon. Ah ouais. C'était vous savez, vous remontez des rapides. C'est très large, hein, c'est large comme les Champs-Élysées quasiment. Et donc et c'est très rapide. Et donc j'ai été attiré vers le fond. Donc j'ai vraiment été sous l'eau et sans avoir la possibilité immédiate, en tout cas, de remonter. Ça fait peur, cette histoire. Ah oui, c'est une histoire qui aurait pu très mal se finir, oui. Bon, on va pas terminer là-dessus quand même. On va faire un débat avec YPenser. Vous connaissez YPenser? C'est un youtubeur qui a des millions d'abonnés, qui parle beaucoup de sciences. Ah oui, je vois, oui. Voilà, beaucoup de mathématiques. Il voulait débattre avec vous sur plusieurs sujets. On va l'appeler tout de suite. Merci de nous avoir rejoints. YPenser, c'est donc ta chaîne, Bruce. Merci d'être avec nous. Tu as accepté de débattre avec le ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, Jean-Michel Blanquer, sur plusieurs sujets. Je te laisse commencer. Lance-toi. Très bien, alors comme en plus on n'a pas beaucoup de temps, donc je vais essayer d'aller vite sur mes questions parce que je pense que vos réponses seront plus intéressantes que mes questions. La première, c'est donc voilà, ça fait maintenant presque 1 an et demi qu'on vit une crise sanitaire qui a plein d'aspects, mais moi il y a un aspect qui m'a intéressé, c'est la façon dont c'est la première crise de cette ampleur qu'on vit dans un monde qui est connecté avec des réseaux sociaux, avec des plateformes médias, etc. Et j'ai pu me rendre compte à cette occasion qu'il y a énormément d'informations et surtout de fake news, de mauvaises informations qui ont circulé et qui ont, selon moi, mis en évidence le fait que les gens, que le public en général ne comprenait pas nécessairement ce qu'était un virus, comment ça se propageait, comment fonctionne un vaccin, tout ça. Et d'une manière plus générale, une espèce de méfiance croissante des gens envers les sciences. Donc ma question c'est, est-ce que vous pensez que il y a peut-être un échec au niveau de l'éducation sur ce que sont les sciences? Un échec, je ne crois pas, mais des insuffisances certainement. Et donc, on n'en fait jamais suffisamment sur un tel sujet. Je pense que la période qu'on a vécue n'a pas montré un échec des sciences. Elle a parfois même poussé à une culture scientifique plus grande de la part de tout le monde. Et on a vu progressivement les gens apprendre des mots qu'on ne connaissait pas auparavant. Enfin, chacun a été obligé d'approfondir, en quelque sorte. Parfois, ça a mené à un certain discrédit de certains scientifiques, ça c'est vrai, précisément parce qu'ils se sont mis à rentrer dans une logique, pour certains d'entre eux, qui n'est pas conforme à la logique scientifique, c'est-à-dire parler trop vite, être trop affirmatif et ne pas suffisamment montrer du doute dans certains cas. Et paradoxalement, d'ailleurs, cette période a montré qu'il est parfois meilleur d'exposer un doute, qui est plutôt une démarche scientifique, que d'exposer une certitude qui va ensuite, quelques jours plus tard, être démentie.
Alors ça peut être vrai dans d'autres domaines que le domaine scientifique d'ailleurs, hein, c'est vrai aussi dans le domaine politique, mais dans le domaine scientifique, c'est particulièrement nécessaire, puisque finalement, la science, c'est le doute, c'est parce qu'on s'étonne sur des choses et que parfois on les met en question que l'on avance. Et donc cette culture du doute, de l'humilité par rapport au réel, mais qui est en même temps une culture de s'appuyer sur des choses démontrées, est une culture qui, à mon avis, a quand même un peu progressé à cette occasion, parce que les faits ont un peu montré à tout le monde ce qu'il en est. Ça, c'est une version un peu optimiste, parce que c'est vrai que par ailleurs, c'est le sous-jacent de votre question, je pense, ça a été aussi un déversoir pour mensonges, pour fausses rumeurs, etc. Et dans ces moments-là, on voit qu'on a besoin d'une culture scientifique de la population. Il est évident que, par exemple, le temps passé à étudier les sciences dès l'école primaire doit être plus important. Vous avez des expérimentations que vous connaissez probablement comme la main à la pâte qu'on fait avec l'Académie des sciences ou d'autres initiatives de ce type, mais aussi tout ce qu'on va faire dans les temps qui viennent pour plus former les professeurs des écoles sur les sciences, parce que souvent ils viennent d'études qui ne sont pas des études scientifiques, pour créer la culture scientifique dès l'école primaire. Et puis au collège et au lycée, renforcer les programmes de sciences. C'est ce qu'on a fait dans la réforme du lycée quand même, où les programmes de sciences ont été musclés. Donc je vais parler d'un cas que je connais, d'une jeune femme qui est en train de finir sa terminale, qui a 18 ans, qui a toujours eu d'excellentes notes. Elle n'a jamais eu en dessous de 15,5 ou de 16 de moyenne. Elle a fait tout son lycée dans un lycée parisien d'assez bon niveau, le lycée Carnot pour ne pas le nommer. Elle a donc rempli ses vœux pour Parcoursup et elle n'a rien obtenu de ses vœux, mais rien, pas un. Et la question que je me pose, parce que moi je vois ça de très loin, parce que moi à l'époque où j'ai passé le bac, c'était pas du tout comme ça que ça marchait évidemment, c'est si quelqu'un qui a un excellent niveau comme ça n'a pas ce qu'il veut, quel élève a ce qu'il veut en fait? Comment ça fonctionne? Alors au moment où nous parlons, il y a 8 élèves sur 10 qui ont eu au moins un vœu accompli. Et comme vous le savez, on va rentrer dans quelques jours dans la deuxième phase. Et je suis assez sûr que la personne dont vous parlez dans cette deuxième phase va avoir un de ses vœux, et probablement un de ses premiers vœux, si elle a une bonne note. Aujourd'hui, on a un système qu'on essaye d'améliorer année après année, d'ailleurs, parce qu'on tient compte des limites, tout n'est pas parfait. Mais ensuite, ça renvoie évidemment à la responsabilité de chaque institution. C'est-à-dire, pour chaque vœu, ça renvoie quand même à des commissions et donc du travail qui est fait pour choisir l'élève. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on a tendance à dire c'est de la faute de Parcoursup. Ce n'est pas forcément le cas. Ça peut être tout simplement ce qui se passe institution par institution pour la demande de l'élève. Mais quand il y a des imperfections, des incohérences, on y est attentif aussi pour apporter les corrections nécessaires. Et c'est à ça que servent les commissions rectorales. Si ce ne sont pas les notes qui comptent, parce que moi, alors peut-être que je me plante complètement, mais moi j'ai l'impression que 16 de moyenne, c'est excellent. Peut-être qu'aujourd'hui, en fait, le niveau a vraiment monté et qu'en fait, il faut avoir 19. Mais je veux dire, si c'est pas les notes qui priment, je veux dire, c'est quoi les critères, en fait, qui permettent d'organiser le classement? Ah si, c'est les notes, bien entendu. C'est les résultats de l'élève. Donc là, dans le cas que vous citez, c'est quand même probablement une conjonction de malchance. Elle a peut-être eu des vœux très, très ambitieux dans des endroits où d'autres personnes ayant eu de meilleures notes ont réussi. Hein. Je pense que c'est cela. Mais bien sûr que c'est les notes qui comptent. Et après, dans un second tour, si je comprends bien, pour venir en relais, elle pourra être récupérée sur ses premiers choix? Oui, parce qu'il suffit que des choix qu'elle a fait au premier tour, ça soit libéré. Il y ait eu devant elle des personnes qui étaient prises, mais qui en fait ont abandonné ensuite pour aller ailleurs. Et à ce moment-là, ça libère des vœux. Donc rien n'est perdu à ce stade. Et donc la deuxième question que ça m'a appelé, parce que vous avez parlé vraiment du fait qu'on a rendu les choses beaucoup plus objectives. Et c'est vrai que voilà, Parcoursup, ça repose sur des algorithmes. Donc par nature, c'est objectif et impartial. Mais les algorithmes, par nature, ils sont pas faits pour être justes. Donc il arrive qu'il y ait des cas injustes. Je ne sais pas si le cas dont je parlais est injuste ou pas, je ne vais pas du tout préjuger là-dessus. Mais la question c'est, est-ce qu'il existe ensuite des recours vraiment humains ou est-ce que, comment ça se passe quand on est vraiment face à une situation qui clairement est pas un bug, mais un effet de bord des algorithmes? Oui. Alors, bien sûr que le facteur humain est là, et c'est d'ailleurs pour ça que rien n'est parfait, d'ailleurs. Hein. Je ne prétends pas que nous n'avons jamais prétendu qu'on avait trouvé le nombre d'or avec l'algorithme impeccable assurant une justice pure et parfaite. Ça n'existe pas, et ce serait mensonger de dire ça. En revanche, on essaye d'avoir une combinaison d'objectivation par les algorithmes et de facteurs humains
permettant d'avoir la meilleure formule, le meilleur optimum, si vous voulez. D'accord. C'est bon, Bruce? Moi, c'est bon pour moi. Et alors, si jamais je pouvais juste rajouter un dernier truc, totalement hors sujet et totalement hors de propos, moi, j'ai la solution pour le masque avec les lunettes. Ah, vas-y, c'est quoi? Par contre, c'est pas franchement agréable, c'est pas nécessairement super confortable, mais le principe, en fait, c'est d'avancer ses lunettes sur l'arête du nez et de presser. Donc ça ressemble à rien, on est obligé de lever la tête quand on est myope comme moi, mais par contre, ça ferme complètement le passage de l'air au-dessus du masque et ça coupe la buée. Et ben voilà. D'accord. Je vais essayer cet après-midi aux questions au gouvernement, mais peut-être que ça fera encore l'objet de commentaires. Si les lunettes sont bien. Vous pensez à moi. Merci beaucoup, Bruce. Je rappelle sur ta chaîne Y penser et je la conseille. À très vite. Salut. Jean-Michel Blanquer, je rappelle, vous êtes ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Merci beaucoup d'être venu nous voir sur un défi. Le bac commence dans quelques heures. On a un cadeau pour vous avant de vous laisser partir quand même. Enfin, un cadeau à tous nos invités. Merci. Voilà, donc vous allez voir. Moi, j'ai un cadeau pour vous aussi, mais je ne l'ai pas sur moi, mais je vais vous l'envoyer. C'est les fables de La Fontaine qu'on donne à chaque élève de CM2 de France. Chaque année, vous changez de dessinateur. Et chaque année, on change d'illustrateur. Cette année, c'est Rebecca d'Outremer. D'accord. L'année dernière, c'était Emmanuel Guibert. Qui est en général bien connu, puisque c'est, par exemple, il a fait beaucoup de bandes dessinées. Donc cette année, Rebecca d'Outremer, et qui fait un très bon travail. Alors, passeport. Ouais. On vous a offert un cahier de vacances. Très bien. Pour rattraper votre retard. Oui. Il y a une rentrée à préparer l'année prochaine quand même. Donc bien sûr, oui. C'est toujours bien de réviser ses fondamentaux, puis ça a l'air d'être bien fait. Et puis puisque ça s'appelle Passeport, c'est l'occasion de dire qu'on a créé aussi Passeport, qui est fait pour que l'année prochaine, chaque jeune de France, chaque élève, puisse avoir 50 € d'aide pour adhérer à un club sportif. Parce qu'il faut faire du sport. Ah ouais, c'est hyper important. Non, mais on vous a offert ça pour préparer votre rentrée. Ce sera votre dernière rentrée scolaire. Enfin, peut-être, on ne sait pas. Oui, il y a une élection présidentielle l'année prochaine. Peut-être que vous serez encore ministre pendant 5 ans, j'en sais rien. Mais c'est votre dernière rentrée scolaire, peut-être, là. Vous l'abordez comment? La nostalgie ou pas du tout? Non, je l'aborde avec gourmandise, puisque je pense que c'est toujours important de bien travailler, de bien préparer. Vous savez, c'est une préparation très, très collective. Puis j'espère surtout que c'est une année scolaire de renaissance, d'une certaine façon, puisque on sera, je pense et je l'espère, sorti du plus dur de la crise sanitaire. Donc on pourra avoir une vie scolaire plus normale, et ce sera l'occasion de se retrouver, de trouver le plaisir qu'il y a à être ensemble, sans avoir peut-être à se masquer, on verra bien, et en tout cas en pouvant être présent tous les jours. C'est dans ces moments-là qu'on se rend compte à quel point c'est bien l'école. Merci d'être venu nous voir, Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Dans quelques heures, le bac commence. Si vous avez un dernier message à leur adresser à ces étudiants qui vont passer le bac et les examens, c'est garder confiance en vous. C'est normal que vous éprouviez un peu de trac, hein, ça fait partie de ce qui se passe pour un examen. Il ne faut pas vivre ça comme quelque chose de négatif. Et donc, soyez bien concentrés, relisez plusieurs fois votre sujet, ne partez pas flamberge au vent. Et si vous êtes bien concentré avec une bonne confiance en vous-même, ça devrait aller. Mais je ne connaissais pas flamberge au vent. Flamberge au vent, donc ça veut dire le drapeau au vent, un peu comme Bonaparte au pont d'Arcole. Voilà, ça fait 2 fois. C'est parfait. Comme ça, si vous avez des références, si vous voulez les mettre dans vos copies. Merci beaucoup, Monsieur Blanquer. À bientôt. Et voilà, cette vidéo est terminée. On espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous à la chaîne et commentez aussi. Dites-nous ce qui vous a plu. Donnez-nous des idées d'invités et de séquences. On revient très vite pour de nouvelles interviews. Et en attendant, lavez-vous les mains et mettez le masque. C'est très important. À très vite.